asshole! Hi. Please come immediately. L'homme le plus recherché de France s'appelle Xavier Dupont de Ligonnès. Une infime goutte de sang de Maëlys, une preuve ADN imparable. Ouais, le tueur en série Michel Fournira est mort hier dans un hôpital parisien. Bienvenue dans les Minutes de l'Horreur. Après ce mois marqué par le calendrier de l'Avent Bloody Christmas, je vous propose de se retrouver pour une nouvelle affaire très complexe. C'est celle d'un homme accusé à tort du meurtre de sa petite amie et de ses beaux-fils. Il s'agit d'Hank Skinner, un Texan qui a passé presque la moitié de sa vie dans le couloir de la mort, plus de 27 ans. En effet, la peine de mort existe dans 33 États des États-Unis d'Amérique et est activement mise en place dans 16 d'entre eux. Une affaire complexe, ça fait plusieurs mois que l'on bosse dessus avec Alexane et on vous proposera aussi à la fin de ce podcast une interview de Sandrine A. George Skinner, la femme de Hank Skinner, qui viendra nous parler de cette affaire mais aussi de son combat contre la peine de mort puisque c'est une militante abolitionniste depuis des années. D'ordinaire, notre podcast tend à être neutre, mais pour cette affaire, c'est difficile de rester impassible face à un homme condamné à mort quand le doute sur sa culpabilité subsiste. Et si l'horreur, c'était de se voir privé de sa liberté pour le crime de quelqu'un d'autre ? Aujourd'hui dans les Minutes de l'Horreur, zoom sur l'affaire Hank Skinner et les preuves irréfutables d'un système judiciaire américain bancal. Henry Watkins Skinner, dit Hank, est né le 4 avril 1962. En 93, il a 31 ans et vit avec sa petite amie Twila Jean Busby, 41 ans, et les deux fils adultes de sa compagne, Elwyn Scooter Kaller, 22 ans, et Randy Busby, 20 ans. La famille vit à Pampa, au Texas. Hank est également papa de 2 filles et un fils avant de rencontrer Twila. Connu des services de police, il n'est pas bien vu des autorités étant donné qu'il lutte pour les droits des prisonniers et aide beaucoup de personnes en détention. En juillet 1993, Hank avait eu un accident de travail qui lui a presque coûté son pouce. La blessure qui cicatrisait mal a nécessité des points de suture, des antibiotiques et un drainage pour combattre l'infection. Il avait donc perdu beaucoup de force et de mobilité dans sa main droite. C'est une information qu'il faut retenir avec attention pour la suite de l'affaire. Le 31 décembre 1993, Hank est rentré du travail vers 15h30. Il a passé l'après-midi avec Twila, Randy et Scooter à jouer à des jeux de société. Il a demandé à Scooter d'aller acheter une bouteille de vodka et a bu vraisemblablement dans un verre qui n'était pas le sien et qui contenait des médicaments, plus précisément de la codéine. Un ami, Howard Mitchell, est venu les chercher dans la soirée pour célébrer le nouvel an chez lui et regarder le passage de la nouvelle année à la télévision. Quand Howard est arrivé vers 22h30, Hank était endormi sur le canapé. Il a essayé de le réveiller en le secouant, en lui hurlant dessus, mais il avait l'air dans un état comateux. Howard et Twila sont donc partis tous les deux et ont laissé Hank dormir. À la fête du Nouvel An chez Howard, il y avait l'oncle de Twila, Bob Donnell, un homme imposant et en état d'ébriété. Il avait déjà violé Twila à plusieurs reprises et était très jaloux de Hank. Bob n'avait pas le droit de venir chez eux parce qu'il avait été surpris en train d'essayer d'étrangler Twila. Elle est très gênée par sa présence et en plus de ça, l'oncle va lui faire des avances toute la soirée. Elle demande donc à Howard de la raccompagner chez elle, au 801 East Campbell Avenue à Pampa. Elle rentre à la maison entre 23h et 23h15. Le soir du meurtre, un ami incarcéré de Skinner l'a appelé, Ronnie Campbell. C'est Scooter qui avait pris l'appel et Campbell a entendu la voix de Twila et d'un autre homme en arrière-plan. Il a également dit avoir entendu Twila crier. Peu de temps après être rentré chez elle, Twila ainsi que ses 2 fils ont été assassinés. Elle a été étranglée et frappée à mort avec le manche d'une pioche. Randy, lui, a été poignardé avec des couteaux provenant de la cuisine de la famille. Scooter a aussi été poignardé, mais il a réussi à utiliser ses dernières forces pour aller réveiller Hank en panique. Ce dernier titubait et ne pouvait pas marcher sans s'appuyer sur son beau-fils. Dans la maison, il est tombé sur des bris de verre et s'est ouvert sa main qui était déjà blessée jusqu'à l'os. Aujourd'hui encore, Hank n'a que 50% de mobilité dans sa main droite. En plus d'être dans un piteux état physiquement, il aurait donc bu dans l'après-midi dans le verre de Twila qui contenait, sans le savoir, de la codéine. Or, Hank est allergique à la codéine, ce qui est documenté sur son dossier médical depuis l'adolescence.
Alors qu'Hank est blessé et tente de sortir de la maison, Scooter essaye d'aller chercher des secours et s'effondre dans le jardin d'un voisin. Il ne reprendra jamais connaissance. À 23h59, la police arrive sur les lieux. Skinner est allé se réfugier chez la voisine, Andrea Joyce Reed, son ex-copine qui lui a recousu la main avant qu'il ne soit arrêté aux alentours de 3h du matin. Des analyses sanguines ont été pratiquées et les résultats indiquent qu'il y avait une quantité létale d'alcool dans son sang et de la codéine. Les autopsies ont révélé que Twila a subi une fracture de l'os hyoïde au niveau du cou et une autre au niveau du crâne. Elle a aussi été frappée si violemment qu'elle était méconnaissable. Pour infliger ce genre de blessure, son assaillant devait avoir une grande force physique. Étant donné la main blessée de Skinner et son état comateux, il est difficile de concevoir que ce soit lui donc qui a tué Twila. De plus, l'assaillant était tellement fort qu'il a laissé des marques de 3 à 6 cm de profondeur autour du cou de Twila en l'étranglant. Avec sa blessure et la mobilité réduite à sa main, il est impossible donc que ce soit Hank qui ait étranglé sa petite amie. Le médecin légiste, Elizabeth Peacock, a également prélevé des coupures d'ongles de Twila, sous lesquelles se trouvait de la peau et de la matière génétique. Le meurtrier aurait donc dû être couvert de griffures. Or, en dehors de sa blessure à la main, Hank n'a aucune égratignure. Des cheveux blonds bouclés ont été retrouvés entre les doigts et sous la bague de Twila. Les cheveux ont été testés et il a été révélé qu'ils appartenaient à un parent de souche maternelle. De plus, Hank a les cheveux bruns. Le médecin a donc affirmé qu'avec toutes les substances qui étaient présentes dans son organisme et ses blessures, il était impossible qu'il ait commis 3 meurtres. La police, en arrivant sur la scène de crime, n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver. Il y avait 18 officiers et un chien dans la maison, ce qui a complètement contaminé le lieu. Ils ont retrouvé une pioche ensanglantée dans le salon et 2 couteaux provenant de la cuisine du couple, dont un qui était dans un sac plastique sur le porche. Le couteau avait été tordu pour infliger des blessures plus profondes. Des empreintes de mains et de doigts ont été retrouvées un peu partout dans la maison et une empreinte de main ensanglantée a été trouvée sur la porte d'entrée. Mais bizarrement, elle n'a jamais été identifiée et a mystérieusement disparu des pièces à conviction. Dans les minutes qui ont suivi l'arrivée des policiers, Hank a été désigné donc comme le tueur avant même que la moindre enquête ne soit menée. Il est normal de trouver des empreintes de Hank partout dans la maison où il vit, dans la cuisine, sur les couteaux avec lesquels il a préparé des sandwichs des centaines de fois. De plus, l'emplacement des empreintes concorde avec l'idée que Hank n'était pas assez alerte pour marcher sans s'appuyer aux encadrements de porte, aux meubles, aux murs, etc. Cependant, aucune goutte de sang appartenant à Hank n'a été retrouvée sur les armes ou sur les victimes, alors qu'il avait une coupure profonde à la main. L'analyse de la scène de crime a été poursuivie sans mandat de perquisition pendant 10 jours, ce qui constitue un abus des droits fondamentaux constitutionnels et rend les preuves inadmissibles devant la cour. Or, le juge a accepté les preuves acquises illégalement. Lorsque Hank a été emmené au poste, il était encore sévèrement intoxiqué et ne tenait pas debout tout seul pour la prise des photos. Alors que les autorités ont décidé de négliger toute piste ne pointant pas vers Skinner comme suspect principal, un problème se pose. Si c'est vraiment Hank qui a fait ça, quel est le mobile du meurtre ? C'est un homme rationnel, de nature calme, il n'a donc pas agi par folie. La deuxième hypothèse est qu'il aurait été pris d'une rage due à la jalousie. En effet, Mitchell a affirmé avoir embrassé Twila après l'avoir déposée chez elle, mais comment Hank aurait vu ce baiser ? Il était inconscient sur le canapé, il aurait fallu qu'il regarde par la fenêtre qui était fermée en plus par un store, et qu'il soit assez lucide pour comprendre la situation, ce qui est peu probable. Lors du procès en 1995, Hank est représenté par un avocat, un ancien procureur avec qui il a déjà eu des désaccords lorsqu'il aidait d'autres détenus. Cet avocat était en plus un ancien junkie assez véreux qui a été démis de ses fonctions de procureur. Ainsi, sa défense n'était pas impartiale. De plus, durant l'audience, le jury a été manipulé avec des rumeurs et des preuves à décharge qui n'ont jamais été présentées. Par exemple, une rumeur a circulé en affirmant qu'il y aurait eu un enregistrement des aveux de Hank qui n'avait pas été présenté au procès, ce qui est faux. À cause de cette défense déplorable, des rumeurs, des preuves aussi prouvant l'innocence de Hank qui ont été écartées délibérément ou mystérieusement disparues, le jury n'a pas eu de mal à délibérer. Cela n'a duré que 2h30 avant que Hank soit reconnu coupable et envoyé dans le couloir de la mort. Une injustice flagrante, et vous me direz, pourquoi Hank n'est pas intervenu pendant son procès pour se défendre et crier à l'injustice ? Selon le conseil de son avocat, il devait se taire pour ne pas perturber le processus.
De plus, ce dernier lui a dit que s'il parlait, il le ferait témoigner à la barre et n'hésiterait pas à dire qu'à ses yeux, Hank est coupable. Il était donc coincé. Quoi qu'il arrive, son avocat est déterminé à ce qu'il soit condamné. Hank décide donc de se taire, il pense qu'il pourra prendre un avocat par la suite puisqu'il a des preuves écrites des préjudices que lui a causé son premier avocat. Ce n'est peut-être pas le meilleur des plans, mais dans une situation désespérée, la prise de décision est forcément impactée. Durant ses 29 ans de prison, Hank a eu l'occasion de travailler sur son dossier et de faire plusieurs demandes d'appel. Il donne aussi des interviews et nous vous conseillons, si vous parlez anglais, celle qu'il a accordée à Werner Herzog qui est disponible sur YouTube. Hank est un homme intelligent, cultivé, drôle et vraiment agréable à écouter. Il raconte son quotidien, ses rêves et explique son dossier. Dans le couloir de la mort, on perd vite la notion du temps. Il y a toujours de l'activité, du bruit et les heures de repas complètement décalées n'aident pas à retrouver un sens de normalité. Petit déjeuner à 3h du matin, déjeuner à 10h du matin et dîner à 15h. Même la vision du monde extérieur est complètement brouillée. Les petites fenêtres qui ne s'ouvrent pas ne sont jamais lavées et des couches épaisses de poussière et de pluie s'accumulent pour créer un filtre épais. De plus, Hank voit ses codétenus mourir les uns après les autres. Plus de 520 au Texas depuis son arrivée dans le couloir de la mort. Le couloir de la mort, parlons-en d'ailleurs. C'est un lieu de souffrance, une condamnation clairement inhumaine. Les prisonniers sont abandonnés à leur sort, le désespoir de tous ces hommes condamnés est lourd à porter. Le soir, Hank entend des pleurs. Alors qu'il se concentre sur ses rêves, du plus banal comme manger un avocat, aller au supermarché ou avoir une machine à laver, au plus personnel comme prendre sa fille et son épouse dans ses bras. En effet, en 2008, il a épousé Sandrine A. Georges, une militante française contre la peine de mort. Ensemble, ils se battent quotidiennement pour prouver l'innocence de Hank. À la fin de ce podcast, nous aurons la chance de recevoir Sandrine pour une très longue interview, le moment de revenir sur l'affaire de son mari et son combat contre la peine de mort. Pour être innocenté, Hank a besoin de l'accès à des preuves qui n'ont pas été présentées pendant le procès. Pour cela, il a besoin de l'accord de la procureure du comté, Lynn Switzer. Face à son refus, Hank l'a attaqué en justice au civil et a reçu gain de cause. Pour se justifier, la procureure affirme qu'assez de preuves ont été mises en évidence au cours du procès et que selon elle, ce n'est qu'une excuse pour repousser la date d'exécution de Hank. En outre, cela prouve que l'un des challenges auxquels Hank doit faire face est l'opinion publique. De nombreux citoyens sont persuadés encore de sa culpabilité. C'est le cas d'ailleurs de la petite bourgade de Pampa où le triple homicide a eu lieu. La population, très croyante, est favorable à la peine de mort. Même le journaliste qui a couvert l'affaire pense que l'exécution de Hank serait le moyen de rendre justice. Et le 24 mars 2010, 13 jours après l'exécution de son meilleur ami, Hank est transporté vers son lieu d'exécution. C'est l'heure. Comme chaque condamné, de 2h à 5h, il a accès au téléphone pour appeler ses proches une dernière fois, et de 5h à 6h, il reçoit son dernier repas. Hank a demandé du poulet frit épicé, plein de frites, un cheeseburger, des filets de poisson pané, de la sauce ranch, du fromage râpé, des oignons, des œufs et un grand milkshake au chocolat. Il a tout fini. Hank reçoit un dernier appel de son avocat, puisqu'il vient de raccrocher avec un employé de la Cour suprême qui lui a annoncé que l'exécution est repoussée. Un sens du timing parfait. Hank n'en revient pas. Ses jambes tremblent, les larmes ruissellent sur son visage. Il est tellement heureux. C'est là qu'il réalise à quel point il craignait l'inconnu après sa mort. Après le report de son exécution, la fille aînée de Hank a repris contact avec lui pour son plus grand bonheur. Mais même si la date est repoussée, il faut toujours prouver l'innocence de Hank. Pour cela, l'accès à une preuve en particulier serait utile. Sur la scène de crime, une veste taille XL 44-46 a été retrouvée près du corps de Twila. Elle est trop grande pour appartenir à Hank et plusieurs témoins l'ont reconnue comme appartenant à Bob Donnell, l'oncle de Twila. L'expert était d'accord pour dire que cette veste a été portée par l'assassin. On le remarque aux projections de sang sur les manches, les cheveux dans l'encolure et aux traces de transpiration sous les aisselles. Il y avait également des cheveux blonds dans le col, or on le sait, Hank est brun. Malheureusement, la veste a été égarée par l'État. Hank pense que Bob Donnell est impliqué dans le meurtre de sa petite amie et de ses beaux-fils. Le soir du Nouvel An, Bob a quitté la soirée en même temps que Twila et nous ne savons rien de ses déplacements jusqu'à l'aube le lendemain matin. Lorsque la police a prévenu Bob Donnell du décès de Twila et de ses petits-neveux, il est resté impassible. Il a continué ses activités normalement et a nettoyé de fond en comble sa vieille camionnette pourrie.
Hank espère que les preuves ADN vont attester de son innocence. Le sang présent en quantité dans la maison appartient aux 3 victimes, à Hank et à un homme non identifié. Il n'y a aussi aucune trace de sang ou d'ADN mélangé de Hank et des victimes, et aucune trace de Hank dans la chambre où les garçons ont été poignardés. S'il s'était blessé la main en poignardant les garçons comme le pensent les enquêteurs, il y aurait son sang dans la chambre et potentiellement sur les victimes. Hank était en chaussettes le soir des meurtres, mais des empreintes de bottes paramilitaires ont été retrouvées dans la flaque de sang à côté de Twila. La pointure des bottes est un 46, mais Hank chausse du 42. Les empreintes avancent jusqu'au porche de la maison où le couteau a été retrouvé. Tout ce que je viens de vous citer, ce n'est que des petits exemples de toutes les incohérences autour de ces meurtres et de la condamnation de Hank. En conclusion, cette affaire est complexe et il est difficile de se forger une opinion face à des preuves qui ont été manipulées ou perdues. Même si l'innocence de Hank reste à prouver, comment un homme peut-il être condamné à mort alors que tant de doutes subsistent ? Dans la plupart des pays occidentaux, Hank serait déjà libéré. Malgré tous les efforts fournis, le Texas a rejeté le dernier appel de Hank Skinner, lui laissant très peu d'options. Une nouvelle date d'exécution a été programmée le 13 septembre 2023. Hank et ses proches continuent de se battre au quotidien pour prouver son innocence. Si vous souhaitez en savoir plus et apporter votre pierre à l'édifice, vous pouvez vous rendre sur le site justicefor.hank.org/fr. Mais aussi, partagez ce podcast à tout votre entourage pour faire connaître l'affaire de Hank et inviter des gens à se rendre sur ce site et s'informer sur l'affaire. Dans la deuxième partie de ce podcast qui est déjà en ligne, nous avons eu la chance de pouvoir échanger avec l'épouse de Hank Skinner, Sandrina George. Dans cette entrevue, elle va pouvoir nous en dire plus sur ses combats contre la condamnation de Hank et contre la peine de mort en général. En attendant, merci d'avoir écouté ce nouvel épisode des Minutes de l'Horreur, le dernier de l'année 2022. L'histoire de Hank nous a touchés et révoltés. Nous voulions faire connaître son histoire pour mettre en avant les dérives flagrantes des systèmes judiciaires qui appliquent encore la peine de mort. Le doute doit toujours profiter à l'accusé, encore plus quand une vie est en jeu. Et même pour les véritables coupables, la peine de mort est une condamnation inhumaine. En dehors de l'acte de tuer un homme ou une femme pour un crime, la souffrance psychologique que subissent ces êtres humains n'est pas concevable, sans parler des multiples dommages collatéraux. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à tout votre entourage et à mettre 5 étoiles pour soutenir l'équipe des Minutes de l'Horreur. Merci encore à Alexandre qui m'a beaucoup aidé ces derniers mois pour écrire ce podcast, et surtout, merci à Sandrina George pour avoir accepté notre invitation. Je serai ravi de parler avec vous de cette affaire sur mon compte Instagram, @lesminutesdel'horreur, et en attendant, je vous donne rendez-vous en 2023, très bientôt donc, pour découvrir de nouvelles affaires criminelles. En attendant, comme on l'a appris pendant ces 3 ans du podcast des Minutes de l'Horreur, ne faites confiance à personne.